Bonjour, je vais vous parler de quelques pièges relationnels qui reviennent assez fréquemment dans nos liens, qu'on peut essayer d'apprivoiser pour pouvoir petit à petit les éviter, ne plus tomber dedans, que ce soit pour son propre comportement ou le comportement de l'autre personne en face ou des autres. Donc on peut nommer ça des pièges relationnels à déjouer, et pour pouvoir les déjouer, c'est important d'en prendre conscience, d'observer quand ils arrivent dans la relation et pour les déjouer, d'essayer de faire différemment, tout simplement. Ok ? Donc, il y a quelques pièges qui sont... alors, c'est pas exhaustif, je vais vous faire une liste comme ça de pistes de réflexion. Mais je pense que si on voulait vraiment établir la liste totale, on en aurait 100, 200, 300, on pourrait prendre tous les schémas relationnels. Donc je vais en donner quelques-uns principaux et puis vous adapter à votre propre situation. Alors un des premiers, c'est un piège, c'est la comparaison. Et vlan, ok ? Peut-être que tu le connais pour toi-même, de te comparer aux autres. Peut-être que tu connais des personnes qui se comparent à toi. Et puis, un des pièges avec la comparaison, c'est de mettre le focus sur ce qui me manque ou sur ce que je pense que l'autre a que je n'ai pas. Ok ? Regarde ce que tu as toi, ce que tu accomplis toi et toutes les belles choses que tu as et ne mets pas les autres supérieurs à toi. Chaque personne est différente et chaque personne a ses compétences, ses expériences de vie qu'elle a traversées. Et si tu regardes tout le temps ce qui te manque, tu te sens jamais assez et tu risques de tomber dans la reconnaissance, la recherche de reconnaissance, dans le paraître plutôt que dans l'être et tu risques de t'envahir toi-même à être tout le temps, à regarder ce que font les autres, ce que ne font pas les autres. Et puis ça peut t'entraîner dans du désespoir, de la tristesse et vraiment une dégringolade de l'estime de toi-même. Ou bien une auto-condamnation, un auto-critique interne qui est très très fort. Ok, donc fais un arrêt sur image, fais la liste de tout ce que tu sais faire, de tes capacités, de tes compétences. Rappelle-toi que pour certaines personnes, tu es inspirant ou inspirante. Rappelle-toi du chemin que tu fais. Prends le recul là-dessus. Remonte-toi le moral. Et quand quelqu'un vient te comparer, ah bah lui il fait comme ci et toi tu fais comme ça, tout simplement rappelle à la personne, bah oui parce que je suis pas lui ou elle, je suis moi. Ok, ça va t'aider à relativiser et puis que tu vas pouvoir remonter ton estime de soi, de toi et te laisser en chemin en fait. Ok, de te laisser le temps de cheminer. Et puis en faisant ça aussi, je vous invite à faire attention à la compétition, à la comparaison dans la relation amoureuse. Quand je dis à mon partenaire ou à ma partenaire, oui, avec mon ex c'était comme ça, avec un tel je vis ça. Finalement, c'est comme si je condamnais l'autre et j'accueille pas que l'autre a aussi le droit d'être en chemin et n'a pas envie de subir cette condamnation, ce jugement de ce qu'il ou elle devrait être. Et ça, c'est un drapeau rouge dans la relation, vraiment. Ok ? Vis pas dans ce que tu veux montrer aux autres que tu es, mais vis avec qui tu es à l'instant T. Et ça va t'aider à être doux, à être douce et à te laisser le temps. Ok ? Donc, prends conscience de quand tu te compares et rappelle-toi que t'as pas à mettre les autres sur un piédestal. Ok ? Il y a un autre poison qui vient dans nos relations assez souvent, c'est l'infantilisation. Quand je prends pas soin de mon enfant intérieur, qui a des blessures d'abandon, de rejet, de trahison, je peux parfois me mettre en victime. Ok, je peux adopter une posture, soit je vais infantiliser l'autre, ok, soit je vais m'infantiliser moi. Et puis du coup, si j'infantilise l'autre, je me mets dans une position supérieure, de moi je sais plus que toi, et puis je mets l'autre dans une posture inférieure de toi tu ne sais pas, tu es l'enfant qui doit apprendre. Mais en fait, on est tous adultes. Et à quelque part, chaque personne a la responsabilité de sa vie. Je peux proposer une solution à l'autre, mais d'infantiliser l'autre personne, ça revient à la rabaisser.
Ok, donc ça c'est important de pas enfermer les autres dans des étiquettes de tu es une petite chose fragile qui ne sait rien, qui ne sait rien faire. Et moi je me poste en enseignant, en héroïne face à toi, en blouse blanche, je sais mieux que toi. Et puis c'est important d'identifier quand moi je le fais. Et là la petite clé c'est vraiment d'identifier si tout d'un coup j'ai l'impression d'avoir 8 ans et que j'ai besoin d'un câlin, comment je peux le demander. Et des fois, dans la relation, on peut prendre soin de l'enfant intérieur de l'autre, de dire « Ok, c'est ok, elle a 8 ans, on va prendre soin du besoin ensemble. » Et des fois, on peut sortir de ça et tout simplement, de manière mûre, mature, exprimer son besoin, c'est plus simple. Ok ? Quand une personne t'infantilise, donne-toi cette place, pose tes limites et donne-toi à toi-même la pensée que tu es capable de faire les choses. Ok ? Et puis c'est ok de pas se sentir assez ou pas se sentir capable et d'apprendre à demander de l'aide. Par contre, si tu te sens rabaissé par une personne, pose tes limites. Tu peux te protéger des personnes qui sont trop jugeantes, qui t'expriment tout le temps ce que tu devrais faire différemment. Tu peux poser tes limites et te protéger d'elles. Tu peux verbaliser, dire vraiment tout ce que tu ressens et apprendre à fixer tes limites et puis faire preuve de fermeté. On peut être bienveillant, gentil, tout en étant ferme et en rendant à l'autre son propre jugement. Okay, on peut utiliser l'humour, on peut utiliser des stratégies si on a de la difficulté. On peut demander de l'aide à des amis ou on peut s'entourer de personnes qui sont moins toxiques pour soi, en fait, tout simplement. Et un autre piège, c'est d'idéaliser, de regarder l'autre personne et de dire « Waouh, mais il ou elle est tellement plus incroyable », de voir en fait un potentiel en les autres qui n'est pas incarné. Parce que quand je fais un peu trop ça, sur mon ou ma partenaire, j'idéalise et puis il y a un décalage qui se crée entre la réalité et ce qui se vit au présent. Entre ce qui se vit et ce qui se ressent au présent. Ok ? Du coup, peut-être que si aussi les autres m'idéalisent, ils peuvent me voir comme quelqu'un d'infaillible, de tellement courageux, d'épatante, waouh, tellement incroyable, et que peut-être je m'en rends pas compte et je me sens très seule, mais en fait les gens me voient comme quelqu'un de très fort qui n'a pas besoin d'eux. Et peut-être que je suis mise sur un piédestal où je fais ça, je me dis d'un ami ou d'une amie, waouh, mais elle a pas besoin de moi en fait. Mais des fois, cette espèce de scénario qu'on se raconte sur l'autre personne, ça nous empêche de la redécouvrir et de voir comment elle se sent, de quoi elle a besoin. Et l'image que moi, je renvoie de moi, comme quelqu'un qui est parfait ou parfaite, ça empêche les autres de me venir en aide parfois ou de me soutenir ou d'être doux avec moi. Ok ? Donc ça, la comparaison, l'infantilisation, l'idéalisation, de tomber dans le rêve, c'est des pièges. C'est des pièges qu'on peut éviter parce qu'ils nous dévalorisent et puis ils nous dévitalisent surtout à terme. D'accord ? Puis les signaux d'alerte, c'est des indicateurs qui sont importants, qui vont nous aider en fait à comprendre ce qui rend une relation soit enrichissante, vitalisante, soit potentiellement problématique, dévitalisante, qui déprime et au fil du temps qui nous rend mal. D'accord ? Le lien humain, il est très important. Et puis, tous ces signaux, en fait, ils influencent toutes les dynamiques relationnelles tous les jours. Et de les repérer, de jeter un petit œil dans le quotidien de nos relations, ça nous aide à les améliorer. Et ça nous aide surtout à nous percevoir nous-mêmes d'une autre manière pour faire différemment et gérer mieux les relations. Gérer mieux de qui j'ai envie d'être entourée, comment je peux faire différemment et comment je peux m'entourer de personnes qui me reboostent, en fait. Que ce soit en couple, avec les amis, avec les collègues, les personnes qui partagent votre quotidien. C'est essentiel de pouvoir reconnaître ces signaux-là parce que ça nous aide à évoluer, ça nous aide à comprendre mieux les personnes qui nous entourent et puis ça nous aide surtout à évaluer en fait l'impact qu'elles ont sur moi pour pouvoir soit me dire « Ah oui, je vais le prendre en considération et je vais travailler sur moi », soit je m'en détache et je leur rends ce qui leur appartient. Je vais vous parler très brièvement
des échanges énergétiques que j'ai lus dans la prophétie des Andes, que j'aime bien aussi comme signaux d'alerte. J'aime bien la manière dont l'auteur a écrit ça. Alors je vais vous lister ça. Alors James Redfield, il nous propose en fait dans ce livre que dans la quête d'une conscience spirituelle qui est plus élevée, eh ben, on a besoin d'individus qui prennent du recul et qui décident que la vie elle est mystérieuse et qui acceptent de rompre avec des habitudes pour pouvoir s'élever en fait, pour pouvoir trouver leur propre mission de manière intuitive. Et puis, de clarifier le passé, les idées, d'améliorer les relations avec les autres et de travailler avec les énergies positives. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est les échanges énergétiques. C'est les activités les plus répandues parmi les êtres humains dans les échanges de relations qu'on fait entre nous, en fait, qu'on porte des costumes de survie qui ont été construits dans l'enfance, mais qui, en fait, volent de l'énergie aux autres, qu'on subit ou qu'on fait subir aux autres. Et je vous invite à être vraiment tout doux avec vous en écoutant ça et à vous demander est-ce que j'aurais pas ce costume de survie-là ? Parce que je vais vous dire, chaque personne en a plein des costumes de survie. La proposition, c'est vraiment de les observer, de les déceler en nous et de dire d'accord, j'ai ce trait-là. Qu'est-ce que je vais en faire avec beaucoup d'amour ? Ok ? Donc on est fait majoritairement d'énergie et puis on échange les énergies entre les êtres humains. Et puis des fois, on a envie de faire le plein d'énergie et ça se fait pas toujours de manière saine, de manière authentique. Et puis du coup, on va lutter énergétiquement et on va voler de l'énergie aux autres. Ça devient une concurrence inconsciente qui explique vraiment des schémas relationnels entre vous, dans la relation, dans le couple, des situations, des comportements. Ok, donc lui, il a décrit, je crois, 6 ou 7 mécanismes de vol d'énergie. Et je les ai sous le nez, alors je vais vous les lire. On a l'intimidateur qui vole de l'énergie en râlant tout le temps de colère. Il opprime, il menace, il impose, il frappe. Il impose sa peur et il intimide vraiment. Et là, ça vide le méridien des reins, qui est le stock de l'énergie vitale, de l'énergie originelle et qui touche à la peur. Donc ça veut dire je vais faire peur à l'autre. Je vais faire peur à l'autre et puis je récupère cette énergie qui s'échappe de l'autre parce qu'il a peur et du coup, hop, je me sens plus fort ou plus forte. Et dans les relations, j'impose tout le temps ma volonté par la colère ou par la violence, par un ton plus haut, par exemple. Ensuite, on a l'interrogateur. Celui-là, je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est pas un des costumes que j'ai vraiment pour ma part, mais je l'observe assez souvent. Et parfois, je me rappelle de ce que j'ai lu et ça me fait sourire et ça me permet de mettre de l'amour pour la personne qui est en train de faire ça. Et de voir qu'est-ce que ça génère en moi, en fait. Et avant de vous le lire, j'ai envie de vous donner un exemple. Ça, c'est dans les relations, un truc que je vois souvent. C'est quand on croise une personne, on dit hey, « ça va ?» et on n'écoute pas la réponse. Typique, ça vide de l'énergie. Parce qu'en fait, la personne, elle a peut-être très envie de vous répondre comment elle va, mais elle n'a même pas le temps de répondre. Et les enfants, ils utilisent beaucoup ça inconsciemment. Alors les adultes, ils utilisent ça, c'est un costume de survie qui a été mis en place pour surtout pas qu'on s'intéresse à moi de trop près. Je veux pas qu'on vienne creuser de trop près mes ressentis, mes émotions, qui je suis, ce que je pense. Du coup, je vais tout le temps user de curiosité excessive, de poser des questions aux autres, d'avoir plein d'informations sur les autres. Donc soit ça me sert parce qu'on m'approche pas, soit ça me sert inconsciemment parce que je suis jaloux ou jalouse et ou alors je veux plein d'informations pour trouver la faille et pouvoir mieux juger, rabaisser ou critiquer. Okay, ça, c'est lié à l'élémentaire, méridien de l'estomac, de la rate, qui sont le siège de la confiance en soi, la vésicule biliaire qui est le siège de la concentration, la réflexion, l'imagination, et le méridien maître du cœur, l'interaction avec les autres. Okay, donc celui-ci, il touche aux frontières personnelles qui sont violées. Voilà. Donc quand je laisse pas les autres m'approcher mais que je leur pose 100 000 questions et qu'après je vais utiliser ça comme j'en ai envie par calcul mental, ça marche pas.
Ensuite, on en a un autre qui est l'indifférent. Alors celui-ci, moi je le joins aux personnalités très évitantes, ou en imago plutôt le côté tortue, qui va voler l'énergie en se renfermant sur lui-même et en punissant par le silence. Et puis du coup, c'est une forme de contrôle qui fait que quand je fais ça, inconsciemment ou consciemment, j'ai appris qu'on venait me rechercher. Ok ? Donc je laisse l'autre s'épuiser à me questionner, à revenir me chercher, à mettre de l'énergie au service de la relation, à me demander ce qui va pas, et je laisse l'autre personne complètement se sentir coupable que le lien est rompu. Ça, cette technique, ce costume de survie, il va vider profondément le méridien de l'élémentaire, donc qui est le siège de la confiance en soi et de la rate qui est liée aussi à l'anxiété. On en a encore un autre de costume qui n'est pas des moindres, c'est le plaintif. Alors celui-ci, c'est la personne à qui vous demandez comment ça va, puis tout de suite elle vous répond ah, c'est trop difficile, ok ? Donc elle vole l'énergie en se plaignant et en racontant tous ses malheurs à longueur de journée. Tout est noir, elle déconstruit tout ce qui se va mal dans la société, elle a besoin de le faire savoir au monde entier pour aller mieux, elle a besoin d'être plainte. Okay, ce costume de survie, souvent, il se construit dans l'enfance. Quand on a été aimé avec un parent qui était très angoissé, par exemple, la seule manière où j'ai reçu de l'amour, c'est quand j'allais pas bien. Donc en fait, quand je suis adulte, je continue de faire ça inconsciemment. Voilà. Donc, sachez reconnaître autour de vous les vols d'énergie. Comment cette énergie, elle se transmet, elle se transvase. Et puis, sachez les voir en vous, ok ? Parce que si vous les voyez en vous, il est temps de changer de technique peut-être. Et toutes vos relations s'emporteront à merveille, ok ? Il y a des manières d'accumuler une énergie sans la voler aux autres. On peut respirer, gérer la réactivité, bouger le corps, aller dans la forêt, faire le plein d'énergie, avoir des plantes, faire des soins, augmenter les pensées positives, travailler sur soi, faire le tri dans les relations, poser les limites et accueillir aussi ça chez les autres en voyant le schéma, de dire « Ah, elle est en train de faire ça, cette personne, je tombe pas dedans. Je me laisse pas influencer par ça, je lui laisse ce qui lui appartient. » Ok ? Donc ça peut vraiment aider. Ensuite, dans les pièges à éviter dans la relation, il y a un signal d'alerte aussi, c'est quand je suis entourée de personnes très matérialistes qui accordent plus d'importance à toutes les choses qu'elles vont posséder plutôt qu'à la valeur intérieure. Ok ? C'est tout le temps, il faut que j'aille cette voiture dernier cri, il faut que j'aille les marques, porter des marques pour être dans le paraître et tout ça. J'aime tout le temps l'autre en lui faisant des grands cadeaux, des bijoux, des montres, tout ça. Là, c'est des personnes qui apprécient pas beaucoup votre qualité d'être, votre personnalité, mais qui apprécient comme principale préoccupation, si j'ose dire, de se montrer. Ok ? Ça valorise pas un contentement intérieur d'être. Ça valorise la possession et le matérialisme. Et puis l'excès de matérialisme, il affecte beaucoup de choses. Il influence toute la façon dont je vais percevoir les relations. Et puis, ça fait que je peux négliger en fait l'émotion, la connexion émotionnelle, la connexion intellectuelle. Et puis, ça, c'est des partenaires qui vont mesurer la qualité de la relation, c'est-à-dire qu'ils vont tout le temps vouloir montrer leur partenaire au monde, mais pas vraiment en prendre soin dans l'émotion, dans l'affect, en fait. Il n'y a pas beaucoup de tendresse, c'est un éclat qui est superficiel, qui est matériel. Et il n'y a pas d'affection sincère et il y a très peu en fait d'authenticité quand je suis plutôt attirée à tout ce qui brille. Donc je n'ai pas de capacité à apprécier l'être de la personne, à reconnaître l'être de la personne. Un piège, c'est le mensonge. Quand je tombe dans le mensonge, je m'empêche de me montrer. Et puis ça montre de moi-même vraiment une incapacité assez chronique à faire face à ma propre réalité. Et puis ça, c'est un comportement qui freine énormément les relations. Comment j'ai envie que mon partenaire ou ma partenaire, elle me fasse confiance si je suis tout le temps en train de mentir? Ça crée un climat de méfiance
Il n'y a plus de confiance, ça crée du conflit entre vous et ça, c'est un cercle vicieux qui est épuisant. Donc c'est important de pouvoir calmement parler des choses, encourager de la transparence, de l'authenticité et d'expliquer, de faire un point, de dire mais en fait ces mensonges-là, ça affecte notre relation. C'est essentiel de pouvoir créer de la sécurité, de pouvoir être dans une relation où vous pouvez exprimer votre vérité librement, sans continuellement être sur le qui-vive. Okay ? Chaque personne mérite une relation qui peut se fonder sur de l'honnêteté, la confiance, le respect mutuel. Et ça, on peut le créer. Si je mens parce que j'ai peur j'ai peur de la colère de l'autre, de blesser l'autre, tout ça, ça marche pas. Ok ? Donc après, on a aussi un signal qui est pas terrible, c'est la paresse ou la procrastination. Quand l'autre fait plein de promesses que vous n'avez pas forcément demandé et qu'il n'y a jamais rien qui se passe. Ça peut être très dévitalisant, surtout si dans votre histoire, vous avez une mémoire où on vous promettait des choses qui n'ont pas été tenues. D'accord ? Ben ça traduit un manque d'investissement ou de motivation dans la vie de manière globale, dans la relation, mais dans la vie. C'est vraiment, j'ai du mal à m'engager dans des activités à long terme qui portent un sens en fait pour moi. Ou bien j'ai du mal à assumer pleinement mes responsabilités, à m'ancrer. Et puis du coup, cette paresse-là ou cette procrastination ou ces fausses promesses, elles sont visibles dans la relation comme signaux d'alerte par une fuite régulière. Je fuis les tâches ménagères, je te fais des promesses que je tiens pas, ou j'ai un manque d'ambition. Où je suis tout le temps fatiguée, dès que tu me demandes un truc, en fait je suis fatiguée. Et là il y a un manque d'engagement dans les projets communs, dans la communauté de manière générale. Ok, donc là vous pouvez faire le choix conscient vraiment de prendre vos responsabilités et de transformer ça en croissance en fait. Il y a un déséquilibre en moi et puis effectivement une relation ça marche à deux et il faut que je fasse des efforts si j'ai envie de garder cette relation. Que je me mette un petit peu plus au soutien émotionnel, au partage intellectuel, comment équilibrer cette relation pour pouvoir retrouver un petit peu de la motivation, pour pouvoir demander peut-être de l'aide et vaincre ce manque d'intérêt ou de motivation. Ok ? Ça peut être vraiment, vraiment un obstacle. Ça, je le vois chez des couples où par exemple, il y en a un des deux qui est souvent fatigué et quand il rentre à la maison, il fait rien et il s'avachit sur le canapé et il propose aucune activité, pas de connexion émotionnelle, rien du tout et ça a un énorme impact. Okay ? Donc rappelez-vous qu'on peut créer une relation épanouissante et que vous la méritez, vous y avez le droit. Ok ? Voilà. Donc un dernier des signaux qui me vient pour aujourd'hui qui est assez intéressant, c'est j'en ai parlé déjà, c'est quand vos besoins personnels sont constamment ignorés par la personne avec qui vous êtes en relation. Il y a vos frontières émotionnelles, vos limites physiques, psychologiques qui sont bafouées. Et ça montre vraiment qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand vous prenez tout le temps le tu qui tue, dès que vous vous exprimez, tu fais ci, tu fais pas ça, ou que vous n'osez même plus vous exprimer, ça c'est que la personne elle dépasse vos limites et qu'elle contrôle et que vous la laissez contrôler ou que vous infligez ça à votre partenaire, consciemment ou pas. Pour moi, ça dépasse le manque de respect, d'accord ? C'est de rester dans des contrôles qui portent atteinte au bien-être émotionnel, relationnel de la relation de manière globale. Et il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace pour s'exprimer, pour poursuivre ses passions, pour se sentir revitalisé dans la relation et puis ça dévitalise et ça donne un sentiment d'être étouffé en fait, d'être coincé. D'accord ? Donc tout ça, c'est vraiment respecter les limites de l'autre et les demander, en fait, de faire un point d'hygiène de la situation, de la relation, de faire en sorte que vos sentiments respectifs, vos ressentis, soient écoutés. Qu'est-ce qui vous donne de la sécurité et qu'est-ce qui donne de la sécurité à votre partenaire ? Qu'est-ce qui vous revitalise ? Qu'est-ce qui vous enlève de l'énergie ? Si vous le nommez pas entre vous, votre relation, elle est un vrai problème. Ça enlève de la confiance, ça enlève du respect. Et ça, c'est vraiment des signaux d'alarme. Ok ? Donc ça engendre aussi des grosses tensions et c'est pas grave quand il y a du conflit. Si on l'utilise à bon escient,
on peut trouver des pépites d'or après le conflit. La réactivité, c'est quand il y a une frustration, une colère qui persiste dans le temps, des idées de vengeance, des rancœurs. C'est pas juste une petite émotion passagère, c'est des choses qui s'installent, qui restent là, tous ces signaux. Et on peut apprendre à se maîtriser, à s'auto-observer et à dire « d'accord, ce que je fais, c'est ça. Ma réaction face à ce qui se passe, c'est ça. J'ai une colère excessive ou je suis un voleur ou une voleuse d'énergie pour ci ou pour ça, ou je contrôle pour ci ou pour ça, parce que je me sens aimée quand l'autre fait tout ce que je veux, quand je punis l'autre par le silence ou que je l'intimide. » Mais pensez à ce rôle. Est-ce que vous êtes à l'aise dans ce rôle ou est-ce que finalement il vous enlève de l'énergie? Encouragez-vous à gagner en confiance, à devenir plus responsable de vous-même, plus autonome, et il y aura un énorme impact dans vos relations. Encouragez l'autre à le faire, aidez-vous. Aidez-vous et racontez-vous ces rôles, ces costumes de survie, ces vols d'énergie. L'important, c'est de croire en la possibilité d'un changement positif et que vous pouvez faire ça à deux. Vous pouvez vous engager activement, en rire ensemble, vous engager dans le processus et y faire face en fait à deux en vous racontant ces mécanismes-là. Ok? Donc, quand il y en a un des deux qui s'appuie tout le temps sur l'autre pour pouvoir faire, pour pouvoir explorer, pour que ça ne marche pas. Rappelez-vous que ces relations, c'est à double sens et que le fruit d'un effort commun permet d'en sortir, de tous ces signaux d'alerte. Okay? Et puis que vous pouvez vraiment trouver vos propres stratégies pour les détecter rapidement, pour en sortir, pour trouver vos propres clés. Observez les interactions entre vous deux ou avec les relations autour de vous. Et puis, essayez d'identifier vraiment, de dire « Ah, là, je me souviens, c'est un signal d'alerte. Qu'est-ce que j'en fais là, maintenant, tout de suite ?» Ok? Ça va vous aider, je pense, aussi à comprendre un peu mieux toutes ces dynamiques relationnelles et à construire des relations plus saines pour vous, pour les autres. Ok? Vous pouvez aussi partager c'est quoi vos signaux d'alerte que vous identifiez, si vous avez besoin de soutien. Mais surtout, soyez plein de tendresse envers vous-même parce que n'oubliez pas que chaque être humain tombe dans ces pièges souvent parce qu'on est dans une condition humaine. Alors si cette vidéo elle vous plaît, n'hésitez pas à rester avec nous sur cette chaîne, à partager avec vous dans les commentaires, les uns avec les autres, les unes avec les autres. Et puis moi je vous dis merci beaucoup pour votre écoute de tous ces pièges relationnels, ces signaux d'alerte et à tout bientôt.